Israël, la guerre à Gaza, la question de la Palestine, le Hamas, j'ai pu faire depuis quelques mois plusieurs vidéos afin d'exposer les différents groupes d'intérêt égyptiens, palestiniens, qataris, saoudiens. Si vous ne les avez pas vus, foncez, je fais de mon mieux pour conserver un cadre macro au sein de mes vidéos, ce qui permet de rendre pertinents les propos ou analyses sur le moyen ou le long terme. C'est pourquoi je ne vais pas revenir sur le contexte qui a déjà été expliqué, nos anciennes vidéos sont là pour ça, et je vais aller droit au but sur le sujet glissant de ce qui se passe au Proche-Orient. Vous êtes sur Terra Bellum, c'est un plaisir de vous retrouver, et aujourd'hui nous allons voir si le plus grand point faible d'Israël ne serait-il pas en réalité son plus grand allié, les États-Unis. Si le Moyen-Orient vous intéresse ou la géopolitique en général, on écrit à l'aide de nos contributeurs une revue numérique de géopolitique. Il y a déjà 7 numéros, y compris un numéro sur le Moyen-Orient. Vous pourrez retrouver beaucoup d'articles sur des questions géographiques, de société, économique ou encore de sécurité. La revue est disponible uniquement via le site sécurisé en description. Vous pouvez lire le sommaire, vous faire une idée et vous procurer le ou les numéros. Cela permet également de soutenir la chaîne. Mais tout de suite, revenons aux États-Unis et à Israël. Alors cette question pourrait surprendre, mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo, on va bien sûr y répondre, mais avant tout, il faut parler du dilemme israélien aux États-Unis. Les États-Unis forment un vaste empire thalassocratique qui se repose sur le commerce, la finance, avec une marine et des moyens militaires considérables pour se déployer et protéger ses intérêts. Ils ont développé un réseau d'alliés qui leur offre un marché, tout en leur permettant de contenir les ambitions des puissances continentales qui ont aussi leurs propres intérêts et objectifs. Alfred Mahan, Spike Mann, Brzezinski, c'est probablement le trio de tête qui vient à l'esprit quand on veut comprendre les fondamentaux de la géopolitique états-unienne. Sur le Moyen-Orient, j'avais fait une vidéo sur la place et la stratégie des États-Unis qui, pour schématiser, vise à contrôler les intérêts économiques, que ce soit le pétrole ou le canal de Suez, tout en tenant à bonne distance l'Iran et ses partenaires. Dans cet objectif, les États-Unis ont noué d'importantes relations avec les pays arabes. Arabie Saoudite, Égypte, Jordanie, Koweït, Qatar, qui partagent l'objectif commun de contenir les ambitions iraniennes. Il y a aussi le cas de la Turquie. Elle est un allié stratégique pour les États-Unis grâce à sa position géographique, mais la Turquie évolue aussi largement en autonomie et n'hésite pas à pousser ses intérêts, que ce soit en Syrie, en Libye, en Égypte ou encore dans le Sud-Caucase, mais aussi avec la Russie. Toujours en s'arrêtant judicieusement aux limites pour ne pas qu'elle bascule dans l'antagonisme vis-à-vis du point de vue américain. Et on en vient au sujet qui est Israël. Israël est tantôt le plus grand allié dans la région, avec des liens très proches des États-Unis, qui s'expliquent notamment puisque la diaspora juive rassemble entre 6 et 7 millions de personnes aux États-Unis. Vous avez aussi cette culture des lobbies qui favorise l'émergence et le développement de groupes d'influence. Le lobby pro-israélien le plus connu est l'AIPAC, qui existe depuis les années 50 et dont l'objectif est de favoriser les intérêts d'Israël auprès des politiques américains, autant démocrates que républicains. Je précise qu'aux États-Unis, le lobbyisme est institutionnalisé. Ce n'est pas quelque chose de péjoratif ou de complotiste, et vous avez des lobbies plus ou moins puissants pour absolument tout et n'importe quoi. Mais cette association à Israël, c'est aussi, depuis sa création en 1948, le principal dilemme et le principal frein à la diplomatie états-unienne dans la région du Moyen-Orient. D'abord, Israël, au début de la guerre froide, pendant la présidence Truman et Eisenhower, n'est pas une priorité. Les États-Unis demeurent neutres et l'objectif est de contenir l'influence soviétique dans la région en maintenant de bonnes relations avec les puissances arabes, voire en les soutenant, comme pendant la crise de Suez en 1956 ou encore en décrétant un embargo sur les armes à destination d'Israël. Cette position va ensuite lentement évoluer à partir des années 60. Kennedy lève l'embargo sur les armes américaines en Israël. Il signe un traité de sécurité et l'objectif américain sera dorénavant de soutenir la souveraineté et faire reconnaître Israël auprès des puissances arabes par un processus diplomatique et le passage d'accords pour établir des frontières et mettre fin au conflit israélo-arabe. Pendant cette période, les États-Unis poursuivent leur diplomatie d'équilibre avec les pays arabes, l'objectif étant de garantir la souveraineté israélienne sans jeter les puissances arabes dans les bras de l'Union soviétique. Une des priorités, c'est notamment l'Égypte, qui est la puissance arabe majeure à l'époque. Le président Carter parviendra aux accords de Camp David en 1978 à ce qu'Israël restitue ses gains qu'elle avait obtenus lors de la guerre des 6 jours à l'Égypte, ce qui met un terme aux hostilités israélo-égyptiennes jusqu'à nos jours et brise l'unité arabe contre Israël. Cette politique de normalisation des relations arabo-israéliennes s'est poursuivie jusqu'aux accords d'Abraham de 2020 et continue encore aujourd'hui.
À l'époque, la question palestinienne n'est pas autant sur le devant de la scène diplomatique états-unienne qu'aujourd'hui. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, est considérée comme terroriste par les États-Unis jusqu'à la déclaration d'indépendance de la Palestine en 1988, puis les accords d'Oslo en 1993, qui étaient censés poser les bases d'une solution à deux États entre la Palestine et Israël. Dans les années 90, l'Union soviétique n'est plus, les États-Unis triomphent, c'est l'ère de la Pax Americana. Mais après les accords d'Oslo, tout ne se passe pas comme prévu. La question sur le partage de Jérusalem divise. Le maintien de la colonisation et de la présence militaire israélienne en Cisjordanie ralentit également le processus. En 1995, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin est assassiné par un nationaliste israélien. Un an plus tard, Benjamin Netanyahou devient Premier ministre, tandis qu'en Palestine, le Hamas et le djihad islamique montent en puissance et s'opposent à toute concession diplomatique. Les espoirs de paix sont balayés en quelques années. Le Moyen-Orient a aussi évolué. Interventionnisme américain, accroissement et développement du djihadisme, résurgence puis disparition des frères musulmans, coup d'État en Égypte, guerre au Liban, guerre en Irak, en Syrie, tandis que le monde multipolaire se profile à l'horizon, que des puissances émergent ou réémergent dans les régions du monde, la Pax Americana s'effrite, non sans être aidée au Moyen-Orient par une politique désastreuse. Et c'est l'Iran qui apparaît comme un contrepoids naturel et s'étend notamment en Syrie, au Liban, au Yémen, s'implante dans la question palestinienne délaissée par les États arabes et s'impose comme principal rival de l'influence américaine dans la région. On en a déjà parlé maintes et maintes fois. L'avantage de la position iranienne est qu'elle est suffisamment claire à comprendre. Les ennemis à abattre sont Israël, qu'elle considère comme une anomalie au Moyen-Orient, et les États-Unis, qui sont les principaux soutiens d'Israël, mais aussi des puissances arabes, comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, qui constituent une digue face à l'influence iranienne. Et cette digue s'érode depuis quelques années. La guerre en Syrie et en Irak a permis à l'Iran de s'implanter durablement dans ces pays. Je vous rappelle aussi qu'avant octobre 2023, l'Arabie Saoudite était en pleine phase de rapprochement avec l'Iran, sous l'égide de la Chine, puissance qui a des ambitions maintenant internationales et qui cherche à sécuriser ses routes énergétiques et commerciales à sa manière. C'est ce qu'on nomme en géopolitique la Pax Sinica. Mais ça, c'est un autre sujet, donc on va revenir sur l'essentiel. Depuis la présidence d'Obama, puis la présidence de Trump, les États-Unis s'orientent maintenant vers ce qu'on appelle le pivot asiatique. Ils sont dans une phase de désengagement du Moyen-Orient, mais aussi par exemple de l'Europe. Et ils se retrouvent au Moyen-Orient face à un nouveau dilemme, pour ne pas dire un paradoxe. Ils doivent s'assurer que les partenaires arabes feront face à l'Iran sans que la question palestinienne vienne compromettre les intérêts stratégiques états-uniens. Et dans le même temps, les États-Unis doivent s'assurer que l'intégralité d'Israël n'est pas en danger, mais aussi que le Likoud, au pouvoir depuis plusieurs années en Israël, ne brise ce fragile équilibre diplomatique dans la région à grands coups d'opérations militaires à Gaza ou de colonisation de la Cisjordanie. Les États-Unis doivent aussi s'assurer que le flux énergétique et commerciaux de la Chine au Moyen-Orient jusqu'en Europe soit perturbé en cas de confrontation dans le Pacifique. Et contrairement à l'Iran, la position stratégique des États-Unis, vous le voyez, est celle d'une puissance thalassocratique. Et elle est bien plus complexe à mettre en place. Trop complexe peut-être même. Et elle est donc d'autant plus fragile puisqu'elle réunit sous sa bannière des puissances et intérêts hétéroclites. Normalization between Israel and its neighbors, it is to isolate Iran. So you see an Iran that is cut off from the rest of the region and an Israel that is more integrated. Et c'est donc dans le cadre de leur stratégie de retrait du Moyen-Orient que les États-Unis tentent de normaliser les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite afin que les deux puissent ensuite coordonner leur politique et développer des liens pour équilibrer les ambitions régionales de l'Iran. Le cœur de ce dilemme stratégique pour les États-Unis, c'est donc Israël. Et inversement, Israël est aussi conscient que le soutien états-unien, dont elle dépend en grande partie pour son appareil militaire, pourrait présenter des limites si les intérêts stratégiques de l'oncle Sam étaient clairement menacés. D'autant plus à cause du conflit à Gaza, et c'est ce qui est visible depuis le début de l'année. Déjà, sous l'administration de l'ancien président américain Barack Obama, Israël s'était opposé à l'accord nucléaire de 2015 que les États-Unis et l'Iran avaient signé pour limiter le programme nucléaire de ce dernier. Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, s'était rangé du côté d'Israël en critiquant l'accord et a voté contre au Sénat, ce qui a contribué à empêcher que l'accord ne devienne ensuite un traité juridique. Le problème, c'est que nous ne sommes plus en 2015, mais en 2024. Et en 2024, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les élections présidentielles aux États-Unis. Le 14 mars 2024, le chef de la majorité au Sénat américain, qui est d'ailleurs Chuck Schumer,
a adopté un ton totalement différent par rapport à 2015. Il a appelé à de nouvelles élections en Israël, a critiqué le leadership du Premier ministre Benjamin Netanyahou, et les critiques ont eu un écho important aux États-Unis. Schumer était connu pour être un fervent défenseur des intérêts israéliens et était aligné en plus avec la vision de Netanyahou sur des questions comme l'accord nucléaire iranien de 2015. Senator Schumer contacted my staff, my senior staff. He's going to make that speech, and I'm not going to elaborate on the speech. He made a good speech, and I think he expressed a serious concern, shared not only by him but by many Americans. En parallèle, l'administration du président américain Joe Biden a poussé à plusieurs reprises le gouvernement israélien à revoir ses tactiques militaires afin de diminuer le nombre de victimes civiles et d'améliorer les conditions humanitaires à Gaza. Avant la guerre, les États-Unis étaient aussi de plus en plus critiques à l'égard du gouvernement israélien actuel. Biden qualifiait même de problématiques les membres du cabinet d'extrême droite au gouvernement israélien comme Ben Gvir ou encore Bezalel Smotrich. Ce changement de ton de la part des États-Unis mais aussi le retrait progressif du Moyen-Orient alimente le débat en Israël qui recherche de plus en plus une autosuffisance en matière de défense et encourage les futurs gouvernements israéliens à poursuivre des politiques pour réduire la dépendance de leur pays vis-à-vis de Washington. Au début de la vidéo, j'évoquais aussi les lobbies pro-israéliens et leurs relations bipartisanes avec le gouvernement américain. Mais même ici, l'influence de lobbies comme l'AIPAC semble se fissurer depuis quelques années. Les électeurs américains, plus jeunes, plus libéraux, sont aussi plus critiques à l'égard d'Israël et du blocage d'une solution à deux États. Le courant pro-palestinien et les lobbies musulmans gagnent aussi du terrain au sein de la gauche démocrate. Ceci alors que la tendance isolationniste s'installe également dans le camp républicain avec un scepticisme à l'égard des aides étrangères et des relations diplomatiques dans tous les domaines, y compris, vous le savez, en Europe. 2024 est une année d'élections et il est probable que les critiques américaines à l'égard de l'actuel gouvernement israélien vont s'intensifier à l'approche des élections de novembre. Le Parti démocrate tente de trouver des moyens d'apaiser sa base électorale, ce qui pourrait aussi obliger Washington à utiliser un levier, par exemple financier, politique ou encore diplomatique, sur Israël pour essayer de l'amener à changer son comportement ou geler le conflit. Pour l'administration Biden, la campagne présidentielle face à Trump a déjà commencé et chaque voix comptera en novembre 2024. Our position is that Hamas should not be allowed a safe haven in Rafah or anywhere else, but a major ground operation there would be a mistake. C'est pourquoi, depuis maintenant plusieurs semaines, le gouvernement américain désapprouve ouvertement en 2024 l'offensive planifiée d'Israël sur la ville de Rafah, qui est le dernier véritable bastion du Hamas dans la bande de Gaza. Des démocrates au Congrès parlent de limiter les ventes d'armes à Israël si leur politique de guerre contre les Palestiniens à Gaza ne change pas. Le conflit à Gaza depuis octobre 2023 est en train de devenir un fardeau électoral pour l'administration démocrate. Leur base électorale qui critique la politique de Biden ne vont pas nécessairement aller voter chez les républicains, mais ils pratiquent à la place le vote uncommitted, c'est-à-dire sans engagement, qui se développe lors de la primaire présidentielle qui est actuellement en cours. On peut comparer ce mouvement sans engagement à une sorte de vote blanc, sauf que ce vote blanc compte véritablement dans la politique américaine. Le Parti démocrate l'a bien compris et c'est déjà un premier danger avant même les élections présidentielles de 2024. Lors des primaires démocrates, ils ont été 13% dans le Michigan à voter sans engagement, 19% dans le Minnesota, et il y a aussi eu des sondages dans le Wisconsin où 11% des électeurs démocrates estimaient que le conflit à Gaza allait impacter leur vote et 71% se disaient en faveur d'un cessez-le-feu total. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que l'électorat américain évolue, et particulièrement l'électorat du Parti démocrate qui, depuis des années, a fait des différentes minorités un outil de promotion au service de sa politique, mais le Parti démocrate est aujourd'hui fragilisé plus que jamais en interne sur des questions comme celle du conflit israélo-palestinien. Si la politique du clan Biden est d'être relativement centriste, ou en tout cas en opposition à Netanyahou mais pas à Israël, c'est loin d'être le cas d'une minorité du parti plus à gauche qui s'oppose ouvertement à l'État d'Israël, pour ne pas dire plus. Cette nouvelle génération de démocrates, qu'on retrouve par exemple en la personne d'Alexandria Ocasio-Cortez, se regroupe principalement au sein de la DSA, la Democratic Socialist of America. Évidemment, tout ça fait les affaires des républicains qui ne se gênent donc pas pour canaliser l'électorat juif et sioniste autour d'eux. C'est le jeu de la politique et particulièrement pour les élections de 2024. Abstention. The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 votes
against, 1 abstention. Et le 25 mars 2024, les États-Unis se sont abstenus d'adopter une résolution de l'ONU qui exigeait un cessez-le-feu immédiat à Gaza. C'est la première fois que Washington ne mettait pas son veto à une résolution depuis octobre 2023. C'est ce qui semble donc indiquer que les États-Unis commencent à utiliser leur influence diplomatique sur Israël dans l'espoir de modifier sa politique et que plus encore, l'administration Biden se soucie réellement de ce mouvement sans engagement. Côté israélien, il est peu probable que Netanyahou cesse l'offensive sur Gaza, malgré les critiques américaines. On l'a déjà évoqué, pour des raisons politiques et s'il tient à sa place, Netanyahou ne peut plus reculer. Malgré quelques manifestations en Israël et la critique de la politique de Netanyahou, l'unité prime encore et les politiciens plus centristes du gouvernement israélien, je pense par exemple au chef de l'opposition, Benny Gantz, n'a pas critiqué la politique de Netanyahou vis-à-vis de la guerre en cours. Tant qu'Israël parviendra à maintenir l'unité politique et justifier pour les Israéliens leur opération, peu de changements sont à attendre. Et c'est là, faut le savoir, la complexité de la relation israélo-américaine. Israël ne répond pas au doigt et à l'œil des États-Unis, les États-Unis ne répondent pas au doigt et à l'œil d'Israël. Chaque pays ayant en plus des considérations au niveau de leur base électorale et sur les élections à venir. Et les nationalistes israéliens poursuivent depuis des années des politiques condamnées par les États-Unis qui recherchent un équilibre au Moyen-Orient. Cet équilibre pour les États-Unis repose sur les accords d'Oslo, qui par la solution à 2 États permet de donner des gages aux partenaires arabes dont a besoin les États-Unis pour endiguer l'Iran et limiter l'influence de la Chine. Or, cet équilibre est menacé par l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie ou encore les désastres humanitaires à Gaza qui mettent en péril les accords d'Oslo ainsi que la formation d'un État palestinien. Pour le moment, les États-Unis n'ont pas mis à exécution leur pression sur Israël. Mais c'est la première fois depuis bien des années qu'Israël est victime de critiques directes de la part de la Maison-Blanche et du Congrès. Reste à voir maintenant si cela n'est que de la communication dans un cadre d'année électorale ou si les États-Unis mettront en application leurs menaces, jugeant que la recherche d'un équilibre au Moyen-Orient face à l'Iran et face à la Chine est bien supérieure. Et Israël n'est pas seul dans ce cas-là. Le désengagement américain du Moyen-Orient a déjà incité la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis mais aussi le Qatar à diversifier leur défense, soit en renforçant leur autosuffisance au niveau national, je pense par exemple à la Turquie qui a un complexe militaro-industriel de plus en plus intéressant et autonome, soit en approfondissant leurs liens avec des fournisseurs d'armes alternatifs comme par exemple la France, le Royaume-Uni, la Chine ou la Russie, même si la guerre en Ukraine freine cette dernière. Et en parlant d'Ukraine, on constate qu'Israël est en compétition, puisque les deux pays tentent aussi de maintenir l'accès à l'approvisionnement en obus d'artillerie de 155 mm qu'ils utilisent tous les deux. Ce phénomène d'autosuffisance stratégique, c'est le défi pour les puissances de demain qui se sont reposées sur l'oncle Sam. Israël a aussi des avantages, notamment dans le secteur de la fabrication des armes légères, des drones ou encore de la cybersécurité, avec des industries qui sont déjà nationales. En revanche, les capacités véritablement offensives et logistiques d'Israël sont fortement dépendantes des fournitures américaines. L'armée de l'air israélienne, par exemple, s'entraîne sur du F-16, utilise des avions de combat américains de 5e génération comme le F-35 et même le char de combat Merkava qui est assemblé en Israël utilise des composants fabriqués aux États-Unis. Et cette dépendance limite l'autonomie et le potentiel offensif d'Israël que les États-Unis ne se priveront pas d'utiliser comme levier si le besoin se faisait sentir. Cette autosuffisance ne se fera pas du jour au lendemain et elle ne sera probablement jamais parfaite, mais elle est devenue un véritable besoin stratégique. Le remplacement de cet équipement, la production de pièces spécifiques nécessitera des décennies d'adaptation et donc encore des décennies de relations étroites avec les États-Unis, des décennies de dépendance à une politique américaine qui évolue ainsi que son électorat. Pensez-vous que les États-Unis parviendront à imposer leur vision à Israël? Netanyahou réussira-t-il à s'émanciper de son partenaire américain? J'attends vos retours en commentaire avec impatience. Je n'ai pas évoqué dans cette vidéo la lutte entre Israël et l'Iran qui a été très médiatisée ces dernières semaines mais qui est en cours depuis des décennies. On en parlera probablement dans une vidéo dédiée à l'Iran, sa stratégie et son influence dans la région. Si le Moyen-Orient vous intéresse ou la géopolitique en général, on écrit à l'aide de nos contributeurs, c'est-à-dire des professeurs, des étudiants, des doctorants, une revue numérique de géopolitique. Il y a déjà 7 numéros, y compris un numéro sur le Moyen-Orient, où vous retrouverez beaucoup d'articles sur la politique de sécurité d'Israël, la brigade Al-Quds, ou encore d'autres thématiques économiques ou géographiques dans l'intégralité de la région. La revue est disponible uniquement via le site sécurisé en description. Vous pouvez lire le sommaire, vous faire une idée et vous procurer le ou les numéros. Merci à tous pour votre fidélité et à la prochaine.